Très bien. Eh bien, merci pour l'invitation. Je représente aujourd'hui le candidat de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon et son programme L'Avenir en commun. Je m'appelle Patrick Croisy, je suis le maire insoumis de Faches-Tuménil dans le Nord. Si je devais résumer en une phrase la philosophie de notre programme, je dirais qu'il vise à l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. De cela, nous tirons trois urgences principales. L'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. La première de toutes, parce qu'elle s'impose à nous, qu'elle va modeler nos existences et notre façon de vivre sur la planète dans les années à venir, il s'agit évidemment de l'urgence écologique. Vous le savez, le changement climatique est d'ores et déjà engagé. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de rendre la vie humaine possible sur la Terre dans un climat qui aura évolué. Pour cela, la loi actuelle, c'est la loi du marché. Mais le marché, c'est le chaos. On ne peut pas faire confiance au marché pour régler les problèmes qu'il crée lui-même. C'est la première fois que nous avons un système qui se nourrit des catastrophes qu'il a lui-même engendrées. On ne peut donc pas compter sur ce système pour réparer ce qu'il détruit. Nous proposons donc de tout réorganiser, de tout changer, et cela passe nécessairement par la force et la puissance de l'action publique. Pour y arriver, nous misons sur la planification écologique. Qu'est-ce que l'on produit? Où on le produit? Comment on le produit? L'idée étant de partir des besoins, de reconquérir le temps long qui nous manque, à l'inverse finalement du système néolibéral où tout est sur des temporalités toujours très courtes, à la demi-seconde, et qui sont insupportables finalement pour notre planète. Je vous rappelle que le changement climatique va provoquer le déplacement de 200 millions de réfugiés climatiques, de par l'aridification des terres, de par la désertification de celles-ci, de par la montée des eaux, je ne vous fais pas la liste des catastrophes. Mais l'une des conséquences aussi de ce changement climatique, et finalement on le voit déjà un petit peu, ça va être les conflits sur l'énergie qui vont certainement s'amplifier. En ce sens, compter sur le nucléaire toujours et plus en avant est une folie. Je m'explique pourquoi. On nous parle d'indépendance énergétique avec le nucléaire. Seulement, il me semble qu'en France, on n'a pas le matériel nucléaire. On va le chercher ailleurs. Premier point. Ensuite, on ne sait toujours pas quoi faire des déchets que produit le nucléaire. Par ailleurs, on a vu des phénomènes extrêmes, comme par exemple la tempête de 1999, durant laquelle la centrale du Blayais, dans l'estuaire de la Gironde, s'est retrouvée dans l'eau, inondée. On voit actuellement qu'en Ukraine, on se bat autour des centrales nucléaires. On sait qu'on a à peu près 12 réacteurs à l'arrêt pour des causes des problèmes de sécurité et différentes pannes. Fréquemment, lorsque la température est trop élevée, l'eau qui est utilisée pour les systèmes de refroidissement des centrales nucléaires est trop chaude. Et donc on est obligé de couper les centrales électriques. Donc finalement, le nucléaire, c'est déjà une énergie alternative. Nous proposons des investissements massifs pour arriver à l'horizon 2050 à une sortie totale du nucléaire et 100% d'énergie renouvelable. Il n'est pas question ici de dire que nous arrivons en 2022, nous appuyons sur un bouton et on arrête l'ensemble des centrales nucléaires. Bien évidemment, vous l'avez compris. Cependant, les cadres normatifs ne permettent que difficilement ces changements massifs et pourtant nécessaires. En ce sens, nous proposons de nous refonder et que le peuple redevienne souverain. Pour cela, vous le savez, nous proposons une nouvelle constitution et, pourquoi pas, en même temps que le processus de constituante serait lancé, de nouveaux outils. Le référendum d'initiative citoyenne porté par les Gilets jaunes, par exemple, ou le référendum révocatoire, qui nous concerne tous, finalement, nous élus, qui consisterait à dire aux gens « Votre élu n'a pas tenu ses promesses, vous a trahi pendant son mandat, on n'attend pas la fin pour s'en débarrasser, mais évidemment, il y aurait un référendum. » Ce passage de la 5e à la 6e République, ça serait aussi l'occasion d'actualiser notre texte de référence. En 1958, 10% des foyers français avaient la télé. Le Minitel n'existait pas, l'Internet du coup encore moins, le TGV n'existait pas non plus. En 1958, la France était rurale. De nos jours,
elle est urbaine, vous le savez mieux que tout le monde ici. À l'époque, un Français sur 10 avait un ancêtre étranger, aujourd'hui c'est un Français sur 4. De nos jours, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Le processus ininterrompu de créolisation est toujours en cours et on ne l'arrêtera jamais parce que ce n'est pas un choix politique, c'est quelque chose qui s'impose à nous, n'en déplaise à Madame Le Pen. Il y a donc urgence à redéfinir notre cadre républicain commun, puisque la société elle-même a évolué. La société de nos jours n'est plus la même qu'en 1958. Ce sera aussi le moment, pourquoi pas, de se reconnaître de nouveaux droits, de constitutionnaliser l'IVG, par exemple, pour éviter qu'il soit sans cesse remis en cause, ou le droit à mourir dans la dignité. Pour que le peuple puisse exercer sa souveraineté, il doit aussi être libéré des contraintes socio-économiques qui pèsent sur lui. Quelques petits chiffres malheureusement bien tristes. 300 000 sans-abri en France, 4 millions de mal logés, 8 millions qui ont besoin de l'aide alimentaire, 12 millions de pauvres. C'est aussi ça, le bilan d'Emmanuel Macron. Et pour répondre à cette urgence sociale, nous proposons le SMIC à 1 400 € net tout de suite en arrivant. La semaine de 35 heures réelle, l'ouverture des discussions pour la semaine à 32 heures. La retraite à 60 ans et aucune en dessous du seuil de pauvreté. Le blocage des prix de produits essentiels. La garantie d'autonomie de 1 063 € pour les étudiants et les lycéens professionnels. Ce projet est de rupture. Il est cohérent et reconnu comme tel. Il est chiffré, d'ailleurs peut-être le programme le plus chiffré précisément. Il dénote avec ceux des autres qui promettent des larmes et du sang de travailler toujours plus longtemps dans la semaine et dans la vie. C'est un programme de redistribution et d'un meilleur partage des richesses. Merci. Je vais appeler Nathalie Appéré pour vous poser les 3 questions et ensuite votre carte blanche. Chère Nathalie. Merci. Alors, nous ne sommes pas dans la temporalité à la demi-seconde que vous avez dénoncée tout à l'heure, mais simplement avec un chrono devant nous. Donc, 3 questions courtes pour 3 réponses de 2 minutes, avec une première qui nous ramène peut-être aux enjeux de décentralisation, en vous demandant quelle est votre conception des relations entre l'État et les collectivités locales, et est-ce que vous êtes, le cas échéant, favorable, et sous quelle forme, à un nouvel acte de décentralisation? Alors tout d'abord, vous dire que dans l'Union populaire, nous sommes déjà communs, et pas des bonapartistes, parce que parfois on confond les deux. Pour nous, la France est caractérisée par son indivisibilité et la souveraineté du peuple. Où que l'on soit sur le territoire, en France, les règles doivent être les mêmes pour toutes et pour tous. Pour nous, l'échelon de base le plus démocratique, c'est la commune. C'est celui de l'acquisition des libertés. Et d'ailleurs, aussi loin qu'on s'y réfère, moi je viens du Nord, il y a des beffrois. Les beffrois, ça symbolisait la liberté des villes face au pouvoir seigneurial. On l'a vu en 1789, on l'a vu aussi en 1871. La commune, c'est l'endroit d'acquisition des libertés. Donc pour nous, on veut mettre le paquet sur les communes, les remettre comme l'échelon de base démocratique qu'ils sont. La nécessaire bifurcation écologique et la planification écologique passeront évidemment par le goutte à goutte des communes, ce qui provoquera un investissement massif pour une société décarbonée et des logements, par exemple, mieux isolés. On sait que nous, maires, au niveau de nos collectivités, on peut mettre ça en place plutôt facilement, si évidemment on a les financements qui suivent, ce qui sera le cas avec les 200 milliards prévus dans notre programme. Ensuite, le département, qui avait été imaginé, si vous voulez, à l'époque de leur création, comme l'endroit où on peut se rendre en une journée de cheval. Et donc ça avait été pensé comme quelque chose d'accessible pour les gens, services de proximité et public. Donc pour nous, le département doit être l'organisateur des services publics nationaux sur le territoire. Les régions, je ne sais pas si je vais me faire beaucoup de copains aujourd'hui, mais pour nous, actuellement, les régions n'ont aucune cohérence. Ce sont des grosses entités, parfois incompréhensibles, à certains endroits où les populations se demandent ce qu'elles font dans telle ou telle région. Nous proposons, nous, de suivre les bassins versants, c'est-à-dire d'arriver à 24 régions, avec comme prérogative principale la gestion de l'eau. Les métropoles, encore désolé de vous le dire, nous sommes pour la suppression de ces entités,
assez incompréhensible pour le grand public, parfois plus puissante que des départements. Et nous sommes pour la libre adhésion des communes en intercommunalité pour mutualiser les moyens, mais plus ces entités tentaculaires. Merci pour cette réponse aux deux questions en réalité. Alors peut-être directement la troisième, même si vous l'avez quelque part abordée en évoquant la question financière. Mais quelle vision portez-vous et Jean-Luc Mélenchon sur l'évolution des finances locales et peut-être plus spécifiquement sur la question fiscale? Je vais y répondre dans un instant. Je vais quand même faire un complément de réponse par rapport à la deuxième question, si vous ne voulez pas d'inconvénient. Pas de problème. Mais ce qui est clair, c'est que pour nous, les institutions doivent être proches des gens, proches du peuple. Et lorsque j'en reviens aux métropoles, on parle de ces sujets, finalement, faites le test, demandez qui est le président de la métropole chez vous, personne ne saura vous répondre. Assez peu de monde, les élus et les associations peut-être, mais finalement assez peu de monde. Et vous savez, les habitants, le peuple ne se pose pas la question est-ce que c'est la compétence du maire à cet endroit, est-ce que c'est la métropole, est-ce que c'est le département. Eux, ils regardent leur quotidien. Et ils ne se demandent pas est-ce que je me considère moi-même comme un rural ou un urbain, j'ai fait le mix des deux, vous voyez. Mais ils se demandent pourquoi il n'y a plus de médecins, pourquoi il n'y a plus de postes, pourquoi il n'y a plus de services publics, pourquoi il n'y a plus de transport public. Donc ce modèle qui a consisté à dire aux gens allez acheter à 20-30 minutes des grandes villes, puis faites l'aller-retour en voiture tous les jours, finalement n'est plus tenable. Il faut réimplanter des emplois et des services pérennes dans les territoires, c'est bon pour le climat, c'est bon pour le porte-monnaie des gens. Et pour nous, évidemment, je le répète, la place prépondérante, c'est celle de la commune. Je réponds à votre question sur les finances ? La fiscalité, très bien. Alors pour nous, il faut rééquilibrer les dotations globales de fonctionnement versées aux communes pour lutter contre les inégalités territoriales. Il n'est pas normal que, finalement, par habitant, un urbain vale plus qu'un rural. Ce sont les mêmes citoyens. Évidemment, le mécanisme de péréquation devra être certainement revu pour le rendre encore plus redistributif et égalitaire. Nous sommes pour stopper les grands projets métropolitains inutiles d'un autre temps, souvent coûteux et souvent anti-écologiques, création d'aéroports, contournement d'autoroutes, et ces financements pourraient être rendus, redistribués aux villes. Enfin, je ne vous fais pas la liste des 694 mesures qui sont dans le programme L'Avenir en commun, mais il y en a beaucoup qui, en s'appliquant aux citoyens et aux entreprises, vont évidemment bénéficier à nos communes. J'en prends une, qui est celle du blocage des prix. On est tous en train soit de terminer nos budgets prévisionnels, certains les ont déjà votés, d'autres vont le faire avant la mi-avril, et on se retrouve finalement, comme les ménages, en train de se dire on va avoir l'explosion des tarifs du gaz, de l'électricité, comment on le prévoit dans nos budgets, parce que finalement on ne sait pas trop sur quel pied danser. On sait tous que nos habitants commencent, et nous on le fait aussi, à couper un peu plus le chauffage, à faire attention à l'électricité. Si nous, à la France Insoumise, on bloque les prix du gaz, de l'électricité, on rend des marges de manœuvre évidentes aux collectivités qui sauront évaluer ce que va leur coûter les fluides dans leur partie de fonctionnement, le cas échéant faire des économies, évidemment, et pouvoir réinjecter ces économies directement dans leur partie d'investissement. Et donc, plus d'argent dans l'investissement, c'est peut-être la rénovation du patrimoine énergétique de nos villes, de l'éclairage public, les performances énergétiques des bâtiments. Donc c'est quelque chose de sain et de plutôt intéressant pour ceux qui sont à la tête actuellement des collectivités locales. Merci à vous. 2 minutes pour vous laisser carte blanche pour développer un sujet que vous souhaiteriez aborder devant nous ou éventuellement réagir aux propositions que formulent nos deux associations. Et pour conclure, le 10 et le 24 avril, 2 projets s'affrontent. Ceux qui nous promettent toujours plus d'austérité, de marché incontrôlé, de violence sociale, de république des cabinets de conseil, et finalement d'une politique pour les 10% les plus riches. Ou alors, un projet qui fait face aux enjeux sociaux, climatiques, à venir, sans brader ce qui a longtemps fait la force de notre pays, qui était reconnu pour ça, ses services publics. Pour ce projet, nous comptons évidemment sur les élus locaux. Nous sommes des élus de stabilisation, des éléments de stabilisation de la vie politique du pays. Ils doivent être aidés. Par exemple, on ne peut pas se plaindre tout le temps qu'il y ait une hausse des agressions des élus, si dans le même temps, on n'a pas de police sur nos territoires,
ce qu'on fait, c'est qu'on ne laisse pas nos populations tout seuls, on y va. Et là, on se dit, bah, tiens, les élus se sont fait agresser. Donc, par exemple, une petite proposition, réinstaurer une police de proximité partout. Nous proposons de nationaliser les polices municipales du pays pour pouvoir mieux les répartir, et encore une fois, pour les finances de nos villes. Si c'est pris en charge par l'État, ça sera toujours ça en plus pour nous dans nos budgets de fonctionnement. Nous proposons un service public de la santé, la gratuité et 100% biologique des cantines, et un vrai statut pour les AESH. C'est bon pour nos parents, c'est bon pour nos enfants et c'est bon pour leur budget. Je voudrais citer, avant de terminer, Albert Jacquard. Albert Jacquard disait « Le seul critère de réussite d'une collectivité devrait être sa capacité à ne pas exclure, à faire sentir à chacun qu'il est le bienvenu, car tous ont besoin de lui. On a besoin de vous, un autre monde est possible, un autre monde est nécessaire. Vive la France et surtout vive la République. » Merci beaucoup.